Bonjour. Bonjour à tous, ou rebonjour. Je suis Basile Delacorne, journaliste de la rédaction de Bâti Actu. D'ici la pause déjeuner, nous avons deux présentations qui nous attendent, deux présentations de rénovation emblématiques. La première, celle de la tour Racine dans Paris, et la deuxième, celle du Parlement européen à Bruxelles. J'invite Maud Cobet à venir sur scène pour la présentation. Merci. Bonjour. On y va? Ok, super. Bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai eu la chance de présenter un projet il y a quelques mois dans cette même enceinte. C'était le projet de ICAD, porté par ICAD, le projet Origine, qui est un bâtiment neuf qu'on avait porté avec toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, avec une volonté de faire un bâtiment le plus bas carbone possible. On parle de 70 000 m² d'immeubles de bureaux, et on avait la volonté d'utiliser le bois en partie dans ce projet. Depuis, on a obtenu le label E3C2, donc assez fiers de revenir aujourd'hui et de montrer que, ok, on intervient en conception de manière importante et on essaie d'agir pour essayer d'inventer les bâtiments du futur. Et toujours content quand on arrive à avoir ce titre de label, le 3C2, qui est assez exceptionnel puisqu'on parle de 70 000 m². Mais à l'origine, mon agence, tous mes collaborateurs avec qui je travaille au quotidien, on n'a pas de spécialité. J'appartiens à cette agence, à cette génération d'architectes qui prenons la diversité et les échelles. Donc, historiquement, l'agence, depuis 17 ans que je l'ai créée, j'ai travaillé très tôt dans la problématique de rénovation. Et très heureuse de revenir sur cette initiative de réinventer, de se réapproprier des espaces délaissés parfois. Alors là, aujourd'hui, on vous présente l'ancien siège de l'Office national des forêts, l'ONF. Pour information, ils ont déménagé. Et ce bâtiment exceptionnel des années 75, qui est en cours de rénovation, est un projet que nous suivons depuis quelques mois maintenant. Donc mon agence assure la conception et le suivi de chantier. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Voilà, quelques-uns, super, ça fait plaisir. Voilà, donc je m'adresse essentiellement à des architectes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, finalement? La moitié, voilà, super. Ouais, très heureuse en tout cas de m'adresser à des hommes et des femmes qui sont intéressés par l'architecture et l'ingénieur, parce que c'est un projet, on va parler de patrimoine, on va parler d'innovation, on va parler également de bon sens. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette petite tour, dans le 12e arrondissement, on est à l'angle de l'avenue de Saint-Mandé et de la rue Picpus, le petit point rouge que vous voyez ici, donc non loin de la place de la Nation qui a été complètement rénovée il y a quelques temps, et puis face à l'avenue Saint-Mandé qui a subi des grandes rénovations dans le quartier du 12e arrondissement. À côté de notre parcelle qui est à la croisée donc, de ces deux rues, on est face au campus de la Sorbonne Nouvelle, qui a été construit par Ports en Parc. On en a beaucoup parlé, puisque c'est quand même la première fois que Rive Droite est installée une université. Et donc, on a cette chance de côtoyer cette parcelle un peu atypique dans un tissu pavillonnaire et haussmannien, qui est assez classique. Donc, pourquoi le siège de l'ONF? Parce que historiquement, c'était un quartier, le Faubourg Saint-Antoine, où il y avait des ébénisteries, des scieries, l'ancien centre scientifique technique du bâtiment. Et donc, cette tour, la tour ONF, avait été construite historiquement pour loger le siège de l'Office national des forêts. Clin d'œil par rapport au quartier, encore une fois, au milieu de l'artisanat. Ici, vous avez la projection du projet que nous sommes en train de réaliser. Donc, cette tour qui fait une quarantaine de mètres de haut, qui fait 20 mètres de diamètre, donc elle n'est pas très grande finalement, c'est que ça reste néanmoins un IGH, donc on connaît tous les contraintes d'un IGH. Et on intervient donc dans un quartier où finalement c'est le seul bâtiment qui s'érige vis-à-vis de la hauteur. Donc quel est l'avenir des tours? C'est un grand sujet, on n'est pas à Paris La Défense, on est dans un quartier relativement bas. On a travaillé avec les associations de riverains, Dieu sait que c'est un quartier qui est très sensible aux transformations, la transformation de la Nouvelle Sorbonne. C'est un quartier qui est essentiellement
construit avec des bâtiments de logement. Ce bâtiment, il est exceptionnel, il a son patrimoine des années 70, il a été construit avec une technique de structure en béton armé, un fût central et des façades porteuses. Et on a travaillé main dans la main avec l'architecte des bâtiments de France, ça n'a pas été très simple, avec la commission du Vieux-Paris, qui effectivement aussi avait un regard assez fort sur ce projet, ce qui était tout à fait compréhensible. Et on a essayé finalement de conserver ce qui faisait que le bâtiment est beau, à savoir, alors l'esthétisme, la beauté, c'est toujours quelque chose d'intuitif et de très personnel. Il n'empêche que cette architecture un peu vintage qui revient à la mode, on l'aime bien parce que c'est du module, c'est de la trame, c'est de la répétitivité. Et finalement, quand on la regarde, on se rend compte qu'elle est facilement transformable en un autre usage que du bureau. Le projet que je vous présente est un bâtiment qui a été transformé d'un bureau pour transformer en immeuble de bureau, mais on l'a imaginé dans le long terme, sa transformabilité pour pourquoi pas loger de l'habitation. Le rez-de-chaussée, assez fort quand on regarde le plan qu'on a retrouvé dans les archives de Paris. Donc une architecture en forme de champignon, une architecture très organique, et donc vous avez le fût central qui loge l'escalier et qui va venir innerver les différents étages. Et cette architecture organique, ce cercle, il va venir développer et créer une dynamique dans un jardin. Le jardin est un jardin planté sur dalles, donc 100% des surfaces ne sont pas des surfaces de pleine terre. C'était l'époque où, comme beaucoup d'architectes, on bétonnait à fond et on renaturait sur la dalle. Donc, comment préserver cette nature qui a été construite sur un sol artificiel et en même temps, comment arriver à concilier nouveaux usages. Ici, vous avez quelques éléments de langage qu'on a retrouvés dans les archives. Donc, on comprend qu'on a une petite tour qui fait une dizaine d'étages et puis en infra, finalement, ça va venir s'ancrer, s'enraciner sur 4 niveaux de sous-sol. 4 étages en sous-sol à Paris. Que faire de ces parkings qui, finalement, ne servent quasiment plus? Donc la stratégie, elle va se développer, vous verrez, en 4 points, et je vais aller assez rapidement. Donc le premier point, c'est réinvestir les sous-sols, comment redonner des usages et redonner la noblesse à des surfaces qui sont sans lumière naturelle, par définition. Donc on est travaillé ici en infra, on est allé créer je m'excuse parce que j'ai pas on est allé créer un grand patio à l'image du patio qui est existant, et donc il y avait un patio qui existait, on a mis creusé un deuxième en dessous, donc on s'est vraiment amusé à descendre d'un niveau, donc je vous cache pas la complexité vis-à-vis des pompiers pour trouver le niveau de référence, sécurité incendie oblige, pour amener de la lumière naturelle, et donc on a réinvesti ces espaces pour redonner une vraie salle de conseil, et puis créer autour, comme un fil d'escargot, des espaces qui peuvent se développer de manière assez sympathique et créer des usages parallèles intéressants. Donc là, vous avez la coupe du bâtiment projeté avec donc la réintroduction du patio qu'on est venu descendre d'un niveau, et donc tous les espaces nobles qui sont générés autour de ces espaces éclairés naturellement. Donc un travail assez fin de dentelle sur ce sous-sol. Ici, vous avez des photos de chantier qui ont été prises il y a quelques jours seulement, donc qui vous montrent la délicatesse du travail, puisqu'il faut finement aller chercher, sans avoir à ébranler le bâtiment qui est fondé quand même jusqu'à 4 niveaux de sous-sol, donc étayer le bâtiment pour pas qu'il se casse la figure, et essayer de conserver au maximum les arbres. On sait que le sujet des arbres est un sujet extrêmement sensible dans la ville de Paris, et de toutes les manières, on est condamné, heureusement, à les préserver. Donc on va essayer de préserver au maximum les arbres qui sont existants, et puis évidemment on va venir replanter en masse. Et on avance dans cette architecture de creux. On a été jusqu'à modifier la longueur de la rampe qui était trop courte, et donc on a allongé la longueur de la rampe pour aller chercher des surfaces. Bref, c'est un projet qui est assez ambitieux d'un point de vue reprise en sous-œuvre. Ici, vous avez une perspective que nous avons proposée pour montrer que les espaces qu'on peut imaginer sont peut-être des espaces qui sont atypiques, mais qui peuvent générer des qualités d'usage assez intéressantes. La deuxième stratégie de rénovation, c'est évidemment la densification. Alors la densification n'est pas un mauvais mot, on sait très bien qu'à Paris, il est nécessaire et que pour éviter l'étalement urbain, il va falloir qu'on densifie, alors tant qu'on peut. Et avec le juste équilibre. Donc on a travaillé avec la ville de Paris, avec les riverains, pour essayer de rajouter cette fameuse
création de surface, cette surface qui est nécessaire pour le financement du projet. Et on imagine un établissement recevant du public en rez-de-chaussée qui va faire un lien avec la ville, avec les commerces, avec l'activité et la Nouvelle Sorbonne. Donc le bâtiment qui est à droite, c'est un bâtiment que nous avons dessiné également assez finement pour préserver les arbres, préserver les patios et créer un bâtiment qui va venir s'enrouler autour du bâtiment existant. Ici, vous avez des dessins qui ont été dessinés par Arcora, donc la bureau d'études d'ingénierie que vous connaissez bien, qui a travaillé finement avec nous pour imaginer une façade à double vitrage avec des hauteurs assez généreuses et sur la partie créée, comment maximiser au maximum la pleine terre, en tout cas essayer d'améliorer au maximum la création de surface de terre pour pouvoir planter et imaginer une toiture nourricière. Donc une toiture nourricière, c'est pas pour faire de l'agriculture urbaine extensive évidemment ou intensive, c'est simplement pour dire bah tiens on va renaturer au maximum avec topager et imaginer des espaces d'agrément pour l'utilisateur et pour la ville. On va pouvoir faire un petit peu d'agriculture, cultiver ses arômes, etc., etc. Ici, vous avez donc le plan masse projeté, donc la photo Google qu'on a redessinée, où vous voyez l'importance pour nous de renaturer ce projet qui est aussi densifié. Donc voilà, comment on peut concilier la renaturation et en même temps la densification. Troisième stratégie très importante, c'est le bâtiment, puisque c'est quand même le 90% du projet, c'est le bâtiment existant. Donc on est à peu près sur 5000 m². Et donc ces 5000 m², il va falloir qu'on l'isole. C'est un bâtiment qui n'était pas bien isolé. Aujourd'hui, on est tous autour de cette table pour parler d'énergie. L'énergie, ça se conçoit à travers une architecture qui est bien pensée. Un bâtiment qui est bien isolé consomme le moins d'énergie. Un bâtiment qui est bien pensé consommera dans le long terme aussi moins d'énergie. Donc, pour ce faire, on est venu isoler le bâtiment par l'intérieur, parce qu'on ne pouvait pas le faire par l'extérieur, vu l'héritage patrimonial sur lequel on travaille, et on isole le bâtiment par l'intérieur, et on va imaginer avec le façadier un double vitrage très performant, avec des stores intégrés évidemment, pour pouvoir faciliter l'isolation du bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment intrinsèquement avait une façade architectonique en béton qui avait été suffisamment épaisse pour éviter d'avoir les rayons du soleil qui viennent frapper directement la façade. Donc, d'un point de vue intrinsèque, le bâtiment a été pensé de manière assez bioclimatique, puis-je dire. Voilà, vous avez ici un plan d'étage courant, c'est un plan de travail où vous voyez comment on aménage le bâtiment tel qu'il avait été pensé à l'époque. Donc on a la fameuse CHC, la circulation horizontale commune, qui doit être traitée coupe-feu, et puis autour on a cette possibilité d'ouverture d'espaces paysagers pour les collaborateurs, où évidemment on peut cloisonner. Et ici on avait fait l'exercice en phase de conception pour montrer la possibilité de transformation du bâtiment dans un lieu de résidence, logement d'étudiants, hôtel, etc. Donc on se rend bien compte que la forme qui est assez atypique de ce projet permet la transformabilité du projet dans son long terme. Ici, vous avez des photos de chantier qui sont en cours, où on est venu donc effectivement déposer l'ensemble des matériaux existants. Ces matériaux, on parle bien évidemment de réemploi. Alors le réemploi, ça se fait sur plusieurs niveaux. Quels sont les matériaux qu'on va auditer, qu'on va pouvoir garder sur place pour le bâtiment, quels sont les matériaux qu'on va garder pour d'autres projets et quels sont les matériaux qu'on va pouvoir réemployer de d'autres chantiers sur le projet. Donc quand on parle de réemploi, il faut penser in situ et ex situ. Et enfin, on va réinvestir la toiture pour plein de raisons. La première, c'est qu'on est sur une tour et que qui dit tour dit panorama sur Paris assez exceptionnel. Espace délaissé, la toiture était pour l'instant une toiture qui était occupée par des locaux techniques. Donc on a déposé les édicules techniques et on va venir créer une couronne végétale, donc ce que vous voyez en vert, la partie centrale étant encore un espace de détente pour les collaborateurs. Et sur 2 niveaux, cette serre qui va se développer sur à peu près 150 m² pour loger 50% de la surface en espace dédié à l'agriculture. Donc ici, vous avez à droite la perspective du projet. Cette serre, elle va être imaginée comme un élément bioclimatique. C'est un élément architectural qui est pensé comme un jardin d'hiver, donc qui est un élément passif. Il n'est pas question de rapporter de la chaleur ou du refroidissement. Il est question d'imaginer une structure en bois, une charpente en bois qui va venir soutenir cette enveloppe extrêmement performante en trois points. La première, c'est qu'on a un vitrage très performant.
Le deuxième point, c'est qu'il va être associé à des stores extérieurs qui vont, au gré des journées, des lumières, etc., et des saisons, je dirais, générer des protections solaires naturelles. Et le troisième point, c'est qu'on va s'inspirer des fameuses venelles de Jean Prouvé qui utilisaient le principe de châssis qui s'ouvrent automatiquement et donc créer une ventilation naturelle pour les canicules l'été et le réchauffement, pourquoi pas, l'hiver. Voilà, vous avez actuellement la vue sur ce qui est le panorama de la tour actuellement. Et puis ici, la perspective de la serre quand je suis au niveau bas de la serre, et au-dessus, vous avez tous les éléments qui sont liés. Voilà une autre vue sur cet espace qui est assez atypique. Voilà, et pour finir la présentation sur ce projet, des perspectives émises à l'agence qui montrent l'importance, quand on est sur une logique de rénovation, de penser usage, de penser saison, et de comprendre qu'un bâtiment, finalement, il a une visibilité et une perception très différente le matin, le midi, le soir, et que cette serre va vivre et va générer aussi un symbole fort en fonction du climat, puisque là, vous avez au milieu les stores qui sont rabattus, et comment, finalement, la végétation qui s'exprimera autour du bâtiment à toutes les différentes strates pourra aussi, je dirais, générer un sentiment de bien-être à l'échelle des usagers et aussi à l'échelle, évidemment, du quartier. Voilà pour cette première présentation. Je voulais profiter de cette prise de parole pour vous présenter un petit court-métrage que nous avons co-réalisé avec Annabelle Ledoux, Les Grandes Idées, et Olivier Sabatier. On s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle Unisson, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui a été porté par l'IFPEB, qui a été porté par A4MT, qui est porté par la Maison de l'Architecture, et qui est porté par certains maîtres d'ouvrage désireux de recréer un lien entre les métiers et de replacer le rôle de l'architecte dans le cœur de l'acte de construire. Donc une nouvelle architecture sensible évidemment au bas carbone, sensible à ces contraintes d'énergie, sensible au bien-être, sensible au vivant. Et donc dans ce cadre-là, je me suis prêtée au jeu et donc on a proposé ce film pour sensibiliser le grand public, les enseignants, les étudiants, les architectes, les ingénieurs et tous les maîtres d'ouvrage privés ou publics de l'importance de la nécessité de s'unir ensemble pour trouver ce nouveau vocabulaire architectural et donc replacer l'architecte comme étant un peu le chef d'orchestre en tant qu'acteur principal de cet acte de construire. Voilà, ça dure 2 minutes 50, c'est pas très long, et le vrai long métrage, vous pouvez en signant le manifeste et en contactant le mouvement Unisson, eh bien, échanger sur ce beau mouvement. Alors j'appuie sur le bouton vert. Le bâti, le monde construit, est la plus grande trace visible de l'humanité. Bâtir des lieux de vie et de travail constitue ce qui a déplacé le plus de matière extraite de notre terre pour l'ériger en mur, en route, en habitat, en ville. Un deuxième prélèvement est lié à l'énergie que nous consommons, qui fait fonctionner toutes nos machines, nous éclaire, permet de nous déplacer. Et nous savons aujourd'hui que nous devons nous séparer des énergies fossiles et travailler à diminuer notre impact sur la planète. Et la ville dans tout cela? Sur les 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année par un Français, 2 tiers sont imputables aux villes, aux bâtiments, aux infrastructures et au déplacement des usagers. Et le carbone n'est pas le seul sujet. À titre d'exemple, en France, le secteur du bâtiment produit à lui seul 40 millions de tonnes de déchets, dont moins de 1% sont réemployés. C'est dire si la ville est importante dans un futur durable. Elle est le lieu de rencontre de 70% de la population et d'une énorme frange de l'activité économique. En France, une réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020, et un ensemble des réglementations comme le plan de rénovation énergétique de 2021 viennent renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution de l'impact environnemental de la ville. La stratégie nationale bas carbone fixe au bâtiment un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 49% entre 2015 et 2030 afin d'atteindre une décarbonation complète en 2050. En traduction, la RE 2020 accélère la décarbonation de la filière de la construction
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces priorités sont diminuer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs ou réhabilités en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse de la consommation des bâtiments. Enfin, garantir aux habitants que leur logement est adapté aux conditions climatiques futures. Si la manière dont est conçue la ville a un large impact, une ville prenant en compte les cycles de vie, du vivant, les paysages, une ville mesurant ses postes d'émissions carbone, une ville consommant moins et mieux l'énergie, les matériaux et plus globalement les ressources naturelles, une ville dans laquelle on se sent bien et grâce à laquelle nos modes de vie changent, une ville conçue pour durer, dans laquelle technique et beauté architecturale s'allient, peut tout changer. Ce projet documentaire a pour ambition de présenter des exemples architecturaux concrets qui mettent dès aujourd'hui en lumière cette ville vers laquelle nous tendons. Et c'est pourquoi le mouvement Unisson a vu le jour, pour mettre architectes, paysagistes, urbanistes et tous les métiers de la conception au cœur de cette nouvelle démarche. Car ils sont les chefs d'orchestre d'un monde plus vivable et plus soutenable. Merci beaucoup. Merci Maud Cobet.